Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour cette édition de la mi-journée sur Alizé Guadeloupe en ce mardi 14 juin. Les candidats, scolarisés ou non, des séries générales et technologiques ont planché ce matin sur la traditionnelle épreuve de philosophie qui donne le coup d'envoi de cette semaine d'examen du baccalauréat. Une épreuve de réflexion redoutée par beaucoup. Chaque candidat devait choisir entre le commentaire et l'analyse d'un texte ou la rédaction d'une dissertation. Cette année, en fonction des séries, le choix devait se faire entre le réel se réduit-il à ce que l'on perçoit, être libre, est-ce ne rencontrer aucun obstacle, toutes les croyances se valent-elles, ou encore le commentaire de l'analyse d'un extrait du traité politique de Spinoza. Avant d'entrer en salle d'examen, Muriel Barlagne a pris le pouls de certains des candidats inscrits au lycée Jardin d'Essai des Abîmes. Au lycée Jardin d'Essai aux Abîmes, certains sont venus très tôt pour l'épreuve de philosophie, celle qui ouvre chaque année le baccalauréat. Créé en 1808, l'examen a toujours autant d'importance puisqu'il permet d'accéder aux études universitaires. C'est le sésame par excellence que 5 891 candidats inscrits espèrent obtenir cette année en Guadeloupe, toutes filières confondues. Et le moral est plutôt au beau fixe à 1 heure de l'examen. J'ai envie de dire qu'on est serein, mais c'est la première épreuve, donc on se donne pas trop de pression. On se dit que le reste arrive, on est serein, on attend, on essaye de se calmer un peu, on n'est pas trop nerveux, enfin on essaye. Et bien on attend, il est pas encore 8 heures, donc on attend que le stress monte, le stress va monter, on le sait. Mais on va essayer de gérer tout ça, je pense. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je n'aurais pas aimé tomber, mais j'aurais bien aimé tomber sur la liberté ou le bonheur, peut-être l'art. Ce matin, je pense qu'on est tous un petit peu nerveux parce que c'est la première épreuve. Et puis, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et puis ça devrait le faire. Je suis assez serein parce que j'ai travaillé, donc qui dit travail, qui dit réussite. Mais tout au long de l'année, c'est un travail sur soi-même. Il faut travailler, il faut avoir de l'assiduité régulièrement. Et puis, on commence les révisions au mois de mai et on se rend compte que si on a travaillé toute l'année, que tout se passera bien, que tout est frais dans notre tête et voilà. Peu après 7h30, c'est le moment de regagner les salles, mais pas sans avoir récupéré une petite collation. Une initiative de la FCPE mise en place depuis 3 ans. Cette année, Camille Galap, le recteur de l'académie, a choisi cet établissement pour encourager les élèves au début de l'épreuve. Donc, monsieur Camille Galap, donc il est important pour moi d'être à vos côtés pour le démarrage de ces épreuves. Le baccalauréat, c'est un temps important dans la vie de l'académie. Et j'imagine que pour vous, c'est encore plus important. Dernier conseil, rappel des consignes, il n'est plus possible de faire machine arrière. À quelques minutes du début de l'épreuve, les feuilles contenant les sujets tant attendus sont distribuées, mais face retournée. Il faudra attendre la sonnerie pour les découvrir. Le suspense est à son comble. L'enjeu est important pour chacun, mais aussi pour l'académie. Nous avons fait de gros progrès l'année dernière. On est à 1 point en dessous de la moyenne nationale, mais l'objectif, c'est évidemment de rattraper cette moyenne nationale, voire de la dépasser. Et en tout cas, tout a été mis en œuvre pour qu'on essaie d'atteindre cet objectif. Par la préparation des élèves tout au long de l'année, l'organisation de bacs blancs, une pédagogie adaptée au profil des élèves, avec de l'accompagnement personnalisé, des heures de soutien organisées par certaines équipes. Et puis c'est vrai qu'ils ont une certaine habitude de préparer aux épreuves. Et on voit bien les résultats depuis quelques années qui sont en progrès. Donc maintenant, on continue pour atteindre cet objectif-là. En 2015, le taux de réussite au baccalauréat général était de 90,3% en Guadeloupe. C'est le 5 juillet que l'on connaîtra les résultats de 2016. Ils seront disponibles sur le site internet de l'Académie de la Guadeloupe, www.ac-guadeloupe.fr. Et nous souhaitons bonne chance à tous les candidats à ces épreuves du baccalauréat. Pour la journée mondiale du don du sang, l'établissement français du sang de Guadeloupe ouvre son site du CHU pour accueillir les donneurs au cours d'une journée festive.
Un village santé est organisé jusqu'à 16h. Des prestations musicales sont programmées avec des écoliers et des collégiens et un concert pour clore cette journée en musique. Un large appel est lancé donc à la population, mais même si les réserves sont fragiles, tout le monde n'est pas libre de donner son sang, comme le montre ce reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. Célébrons la vie, donnons notre sang. Pour sa 13e campagne de mobilisation, l'établissement français du sang invite les Guadeloupéens à donner le leur en cette journée mondiale des donneurs. Un geste important pour ces donneurs habituels. Je suis donneur depuis très longtemps et je donne mon sang pour sauver les vies de tout le monde, de tous ceux qui ont besoin du sang. Donc, ça fait quelques années que je donne mon sang. Bon, je ne peux pas le faire régulièrement, mais dès que c'est possible, je pense que c'est important pour être solidaire en fait, envers nos compatriotes. Et puis, je pense qu'on va peut-être chacun un jour en avoir besoin aussi. Donc, je pense que c'est important. Ça fait déjà quelques années. En fait, j'essaie de faire ça à peu près une fois minimum tous les ans. Donc, c'est entre 1 et 3 fois. Là, ça faisait déjà un moment que je devais venir. Et puis aujourd'hui, occasion particulière que j'ai vue sur les affiches, un peu partout. Donc voilà, aujourd'hui, je profite pour donner mon sang. Dès qu'on est en bonne santé, dès qu'on peut aider justement pour la guérison des autres, pour même sauver la vie des autres, pourquoi pas, oui, bien sûr. Je donne mon sang depuis à peu près 9 ans. Tout simplement parce que ça peut aider les gens et que ça coûte pas grand-chose. Et que j'ai l'impression de faire quelque chose à mon échelle pour aider des gens. Voilà, c'est peut-être lié aussi au fait que je suis infirmière et que je trouve ça normal. Pour donner son sang, il faut être majeur et ne pas avoir plus de 70 ans. Mais tout le monde ne peut pas donner son sang, notamment les homosexuels. Pour les femmes, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de pénétration. Et pour les hommes, on le savait avant quand... avec les infections sur le sida, quand c'était sorti, on sait que la muqueuse anale est très sensible, donc on se blesse vite. Puis les homosexuels s'infectaient plus que les hétérosexuels. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent aussi que la contamination des hétérosexuels est en augmentation. Et laissez-moi vous dire que je pense d'ici peu, les homosexuels pourront donner leur sang. Il y a des études, je crois, qui vont, il y a une loi qui va sortir en ce sens, afin que les homosexuels donnent leur sang. On demande si vous êtes en partenariat, est-ce que vous avez trompé votre mari ou bien votre copain? Ça, c'est déjà la première question, parce que souvent, actuellement, il y a des infections qui se vivent actuellement, donc il faudrait essayer un peu de faire cette sélection. Deuxièmement, il y a des patients qui sont sous traitement, qui ont des problèmes de santé, par exemple des insuffisances cardiaques qu'il faut éviter parce qu'ils pourront faire des malaises. Voilà. Et puis ceux qui ont fait des AVC, par exemple. En dehors de ça, il y a aussi des tatouages. Par exemple, ceux qui ont fait des tatouages à moins de 4 mois, par exemple, pour éviter que l'infection aille dans le sang et contamine les poches. Au cours de cette journée, l'établissement français du sang accueillera les donneurs dans une ambiance musicale avec de nombreuses animations et des stands d'information. Le but étant de faire découvrir au public l'univers du don, mais surtout collecter au moins 150 poches, car donner son sang, c'est aussi sauver des vies. Le service interministériel de défense et de protection civile organisait hier un exercice pour parfaire sa préparation au risque cyclonique. L'exercice Zachary a mobilisé les collectivités locales, les sapeurs-pompiers, Météo France, les associations de sécurité civile, ainsi que les services de l'État et les forces de l'ordre. Exemple à Morne-à-l'Eau avec Anne-Elisabeth Arsène. Qui devient un peu plus circulaire. À 9h du matin, l'ouragan de catégorie 2 se situait au sud de Marie-Galante. Zachary poursuit sa route vers le nord-ouest et risque d'entraîner dans son sillage de violentes rafales de vent dépassant les 150 km/h, mais également des creux de 6 mètres accompagnés de violents déferlements sur les rivages guadeloupéens. Pas de panique, ceci est juste un exercice mis en place par la préfecture pour préparer les communes au risque cyclonique. Donc on active d'abord un PC de crise
qui se trouve dans chaque commune. L'activation de ce PC fait qu'un certain nombre d'entités vont être présentes afin de gérer l'événement sur une vision de la commune. Et ensuite, l'ensemble des services vont coordonner les moyens afin de répondre au mieux aux exigences de secours, de confinement et ensuite des différentes réactions à mettre en œuvre. La ville de Morne-à-l'Eau organise ainsi chaque année une réunion de préparation au risque cyclonique. Il s'agit de pouvoir venir en aide à la population en cas de force majeure. La population s'organise avec tout ce qu'on entend comme information, mais au niveau de la ville, nous avons une obligation de nous préparer avec les différents services, SDIS, la gendarmerie, la police et les services techniques de la ville. Alors la réunion d'aujourd'hui, c'est une répétition. Comme nous faisons chaque année, et nous l'avons fait aussi l'année dernière, et aussi à remettre en place sur le plan administratif, comme il y a des changements, il y a des gens qui partent à la retraite, il y a eu un changement au niveau de la municipalité elle-même aussi, donc pour remettre en place le document, que tout un chacun soit informé avec les numéros de téléphone et nos différents partenaires. À travers cet exercice, le personnel communal et les services de l'État travaillent de pair afin de coordonner au mieux la gestion d'un éventuel phénomène cyclonique et ainsi sauver des vies. 5000 bouteilles d'eau doivent être acheminées aujourd'hui dans les 2 communes des Saintes par le biais d'une barge affrétée par le conseil départemental. 3000 bouteilles pour Terre de Haut, 2000 pour sa voisine de Terre de Bas. Une opération qui doit permettre de limiter les gênes aux usagers des Saintes, victimes des fuites de la conduite sous-marine qui achemine l'eau potable à leur robinet. Le colmatage des fuites sur cette conduite nécessite la désinterruption de l'alimentation en eau potable afin de garantir l'efficacité des travaux. 5000 autres bouteilles d'eau d'1,5 litre doivent être mises à disposition des Saintois par la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. La ligne politique de l'Union départementale FO Guadeloupe n'est plus du goût des instances dirigeantes de Force ouvrière. Jean-Claude Mailly est en désaccord avec les idées prônées par le syndicat dirigé par Max Évariste et lui a décidé de lui couper les vivres. Reportage Muriel Barlagne. L'intégration de l'union départementale du syndicat Force ouvrière au collectif Lionnage contre Profitation n'est pas du tout du goût de la Confédération générale du travail Force ouvrière au niveau national. À plusieurs reprises, les dirigeants du syndicat ont demandé à Max Évariste, le secrétaire général en Guadeloupe, de quitter le mouvement sans succès. Il a dit que LKP, c'est des xénophobes, LKP, c'est des racistes, LKP, son parti politique. Non! LKP, son mouvement qui fait depuis en 2009, où l'ensemble a travaillé, qui a dans les organisations syndicales, certains partis politiques qui proches à travailler, et aussi les associations de consommateurs, eh bien, ensemble, nous décidons de mener un mouvement qui baille ça baille. Le différend semble avoir atteint son apogée lorsque le LKP s'est engagé en mai 2015 dans un procès contre l'État à propos des lois de 1848 et 1849 ayant permis l'indemnisation des esclavagistes au moment de l'abolition de l'esclavage. Dès le mois de juillet 2015, la subvention mensuelle permettant de payer les salariés du syndicat FO de Guadeloupe a cessé d'être versée sans avertissement par la Confédération nationale. Il y a des solutions là pour nous faire Évariste, Max, pour nous faire disparaître et pour nous faire partir, nous avons sucré salaire là, nous avons ôté subvention là, donc il est obligé de partir. Mais, camarades des peuples Guadeloupe, mais ça ne peut pas imaginer les autres. C'est dans l'adversité, c'est au moment où bien la pire que le peuple a rassemblé ensemble, des enfants avec des enfants pour contraindre ces messieurs, faire ces messieurs comprendre. Lors du 21e congrès de l'Union départementale du syndicat FO qui s'est tenu samedi, Max Évariste a été réélu à l'unanimité. Une motion a été votée pour dénoncer le comportement de la Confédération nationale et exiger le paiement de la subvention mensuelle. Max Évariste est prêt à aller jusqu'au procès pour obtenir gain de cause.
Un nouvel appel à la mobilisation contre le projet de loi El Khomri a été lancé pour aujourd'hui dans l'ensemble de la France. En Guadeloupe, cet appel à la grève est relayé par la CGTG. Les militants de la Confédération Générale des Travailleurs de la Guadeloupe sont à Basse-Terre. Et outre la loi El Khomri, Jean-Marie Nomertin et ses mandants ont décidé de se mobiliser pour soutenir des salariés de la SAS Bois Debout appelés devant le Conseil des prud'hommes. Rosé Argob était l'invité de notre journal de 19h hier pour parler de la semaine pour la qualité de la vie au travail qui se déroule jusqu'à vendredi. Le directeur de l'ARACT Guadeloupe, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, est revenu sur les raisons pour lesquelles l'association est généralement sollicitée. Je vous propose cet extrait. Je crois que la Guadeloupe ne se distingue pas forcément par rapport aux autres régions de France. Lorsqu'on regarde le réseau, nous avons en grosse majorité une demande portant sur des enjeux de santé au travail, avec notamment la montée des risques psychosociaux dont vous avez certainement entendu parler. Nous avons également des enjeux managériaux, c'est comment on manage, comment on prend en compte les réalités du quotidien, comment prendre en compte les aspirations des salariés, et ensuite après vous avez des aspects un peu plus basiques de conditions matérielles, d'organisation au niveau du travail. En général, ce sont plus les organisations syndicales, ce sont plus les managers qui font appel à vous? Ce sont les deux. Puisque pour que nous puissions intervenir, il faut qu'il y ait un accord de principe déjà des deux parties. Donc c'est soit le dirigeant, mais évidemment on ne peut pas intervenir dans une entreprise si le dirigeant n'en est pas d'accord. Et parallèlement, donc il en est de même aussi pour l'organisation syndicale. Si les représentants de personnes ne sont pas d'accord, nous ne pouvons pas intervenir non plus. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. L'OECE devrait investir plus de 1 million de dollars à la Dominique pour aider le pays à faire face aux enjeux du changement climatique. Mais direction pour commencer le Venezuela, c'est notre rendez-vous Caraïbes. C'est de façon très diplomatique que le président du Venezuela, Nicolás Maduro, le ministre vénézuélien de l'énergie et du pétrole, Eulogio Del Pino, le premier ministre d'Aruba Mike Eman, le ministre de l'économie, de la communication, de l'énergie et de l'environnement Mike Demesa, ainsi que le président de Citgo Petroleum Corporation Nelson Martinez se sont réunis à Aruba pour relancer l'industrie pétrolière. Après plusieurs mois de négociations, les représentants du gouvernement d'Aruba et la compagnie privée ont signé un contrat avec le Venezuela qui prévoit pour une durée de 15 ans la location des installations de raffinage avec une option de prolongation sur 10 ans. Un projet complémentaire est à l'étude et il prévoit la construction d'un gazoduc reliant les côtes du Venezuela et d'Aruba qui sont distantes de 27 km. Ce gazoduc permettrait l'utilisation du gaz naturel excédentaire disponible au Venezuela. Outre les coûts d'énergie, des économies importantes dans les opérations seraient alors réalisées. L'utilisation du gaz naturel permettrait de réduire considérablement les émissions de la raffinerie et de contribuer aux efforts de protection de l'environnement dans la région. Ce projet se situe dans la ceinture pétrolifère de l'Orénoque, le plus grand réservoir de pétrole du monde. Linda Tagliatella, l'ambassadeur des États-Unis pour l'Organisation des États des Caraïbes orientales, a octroyé un prêt de 9,6 millions de dollars à l'ARAC, une commission de l'OECE chargée de réduire le risque climatique dans la Caraïbe orientale. 1,3 million seront destinés à l'aide à la Dominique pour améliorer sa capacité de résistance au changement climatique en aidant à protéger la vie et les moyens d'existence des Dominicains. Cette aide fait suite au passage de la tempête Erika qui a dévasté l'île l'an dernier. Il s'agira de multiplier les opérations de drainage et de construction de digues qui permettent de détourner les eaux des crues loin des villages et donc de réduire l'ampleur des inondations. Le village de Méro à la Dominique a été cité en exemple pour avoir mis en place ce dispositif et ainsi avoir pu résister aux conséquences du passage d'Erika. L'aide prévoit également la mise en place d'une agriculture intelligente, autrement dit une agriculture qui accorde une place aux énergies renouvelables et à la bonne utilisation de l'eau douce pour améliorer les rendements des cultures et assurer la sécurité alimentaire en Dominique. À l'origine, Haïti était recouverte à 80% de forêts avec une grande diversité d'arbres tels que des cocotiers, des acajou, des manguiers ou encore des tamariniers.
Aujourd'hui, les surfaces boisées n'occupent plus que 2% de la surface totale d'Haïti. La déforestation a commencé pendant la période coloniale et s'est intensifiée avec l'introduction de la culture du café en 1730. Une monoculture qui, en 50 ans, a occupé un quart de la superficie du territoire haïtien. Par la suite, d'autres cultures, épices, sucre ou indigo, ont elles aussi entraîné la disparition des arbres. Au XIXe siècle, le phénomène s'est accéléré par les exportations de bois. À la suite de l'indépendance, les nouvelles autorités ont eu besoin d'argent pour payer à la France une indemnité de 150 millions de francs or qui nécessitait l'exportation des bois précieux. À partir des années 60, les Duvalier, père et fils, faisaient abattre les arbres pour éviter l'émergence de maquis pour les opposants. Face à ce désastre écologique, le programme des Nations Unies pour le développement prévoit de reboiser plus de 600 hectares du pays. 50 millions d'arbres seront plantés chaque année, mais il en faudra sans doute beaucoup plus pour qu'Haïti retrouve un semblant de manteau forestier et aider l'un des pays classés parmi les plus pauvres du monde. Quelques mots de sport avec ces résultats dans la Copa América. 2 matchs étaient au programme hier soir. Le Mexique et le Venezuela ont fait match nul, 1 but partout. Et dans l'autre match qui opposait les Jamaïcains aux Uruguayens, ce sont ces derniers qui l'emportent par 3-0. Ce soir, Chili, Panama et Argentine, Bolivie au programme. Les Espagnols détenteurs de la Coupe d'Europe ont fait leur entrée hier matin dans la compétition dans l'Euro 2016. Et ils ont battu la sélection de la République tchèque par 1-0. Au Stade de France, la République d'Irlande et la Suède se sont quittés sur le score de 1 but partout. Et les Belges ont résisté face aux Italiens, mais se sont tout de même inclinés par 0-2 pour la Squadra Azzurra. Dans l'après-midi, Autriche-Hongrie sur le terrain du stade de Bordeaux et Portugal, donc face aux Islandais dans le mythique stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. Hier, 130 jeunes Guadeloupéens et leurs accompagnateurs ont pris l'avion direction Paris. Ils seront au Parc des Princes pour assister au match Suisse-Roumanie. Des jeunes membres d'associations lauréates d'un appel à projet initié par le ministère de la Ville et la Fédération française de football. Johan Charpentier-Titi était hier au départ. Vous vous demandez encore par quels moyens vous allez pouvoir regarder les prochains matchs de l'Euro ? Eh bien, les 130 jeunes sélectionnés dans le cadre de l'opération Tous Prêts ne se posent plus cette question. Pour eux, ce sera Suisse-Roumanie au Parc des Princes. Une belle opportunité, d'autant plus que pour certains, il s'agit de leur premier voyage. C'est la première fois que je vais déjà prendre un avion, pour moi c'est stressant. Et aussi c'est la première fois que je touche la France, parce que c'est là où ma mère est née aussi. Avec une crainte toute naturelle. Que l'avion s'écrase, tout simplement. Mais tous sont très excités. Aussi c'est la première fois aussi je vais dans un stade de foot, parce qu'en Guadeloupe les stades de foot, bon, ça ne crie pas beaucoup, mais là-bas je pense que j'aurai plus d'oreilles. C'est une opportunité à ne pas rater, quoi. Après on va regarder un peu le match à l'Euro là, tranquille. Et voilà. Je dirais pas fan moi, mais ouais, j'aime bien le foot quoi, ça va, c'est cool. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion d'assister à l'une des plus grandes compétitions sportives au monde, qui plus est, dans l'antre du Paris Saint-Germain. Je suis très très content et c'est extraordinaire de voir ça. Alors, en plus c'est au Parc des Princes, donc c'est formidable. Mais le séjour parisien de ces jeunes Guadeloupéens ne sera pas uniquement footballistique. Oui, on va aller à Disneyland, Paris et tout ça. Surtout aller rider sur les skateparks de Paris, les balles, enfin les différents. Moi, je vais sortir, aller voir la famille, enfin découvrir le pays vu que je ne connais pas, donc voilà, je vais découvrir. L'aventure peut débuter de Pointe-à-Pitre au Parc des Princes. Ils sont tous prêts. Quelques informations pratiques avant de se quitter. Le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la Guadeloupe informe ses clients de Sainte-Anne et Saint-François qu'en raison d'intervention sur une unité de production, la distribution d'eau sera perturbée demain mercredi à partir de 7h, retour à la normale prévue en fin de soirée.
La Générale des Eaux informe les clients de Blachon et de Chantilly à Bémao que la distribution d'eau potable sera également interrompue demain mercredi 15 à partir de 7h. Retour à la normale prévu dans l'après-midi. Dans les zones de Jabrun, Kerlery, Porte d'Enfer, Portland, Rousseau, Saint-Cyr et Zévalos dans la commune du Moule, en raison d'une insuffisance de production, il y aura des perturbations, voire des manques d'eau demain à partir de 8h. Retour à la normale prévu en fin de soirée de mercredi. Enfin, au Gosier, dans les zones de Beaumanoir, Bois-de-Rose, Bois-Joli, Grand-Bois, Gros-Montbain, Guillempeau, Leroux, Michaud, Moreau et Vieux-Bertin. Il y aura des perturbations, voire des manques d'eau également. À partir de 8h demain, retour à la normale en fin de soirée. Un point sur la météo pour aujourd'hui, juste pour vous dire que le beau temps est prévu sur toute la Guadeloupe pour aujourd'hui. L'ensemble des communes de l'archipel devraient avoir du soleil. Dans un instant, d'autres infos dans le journal national et international. Je vous souhaite bon appétit. Je vous donne rendez-vous ce soir 19h pour un nouveau journal, un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.